Bonjour à tous et bienvenue sur Just It dans ce deuxième épisode consacré à l'enceinte centrale 3 voies. J'espère que le premier épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Dans ce premier épisode, j'avais abordé le sujet de la directivité. J'espère que c'était clair pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai soit directement dans les commentaires ou dans une prochaine vidéo. Dans ce premier épisode, on avait abordé le choix du tweeter. Donc vous vous souvenez, on devait choisir entre ce Peerless BC25 et ce Peerless DX20. J'ai fait les mesures, j'ai fait les tests, ça a été publié sur justdate.com. Donc je vous invite à aller voir l'article de test sur le site et vous verrez, il y a eu quelques petites surprises pour moi. Dans ce test, j'ai intégré un troisième Twitter que vous connaissez probablement tous qui s'appelle le SB Acoustic SB26 ADC. Donc c'est un Twitter assez connu. Il a une petite membrane à lui ici. Alors, il n'est pas question d'utiliser ce Twitter dans le projet d'enceinte centrale ici. Mais j'ai ce Twitter à la maison, il est utilisé sur un autre projet et je ne l'avais pas encore testé, donc c'était l'occasion de faire un arbitre dans ce test. Donc, on en revient à nos deux petits Twitter. Le choix qui a été fait a été de garder le BC25. C'est lui qui m'a le plus convaincu dans ce projet. Néanmoins, le petit VIFA ou Peerless DX20, c'est un super petit Twitter. Il a un rapport qualité-prix qui est génial. Je le recommande quand même. Et c'est pas parce que je l'ai pas utilisé ici qu'il n'est pas bien. Si j'avais eu que celui-là, j'aurais utilisé celui-là. Mais dans ce test, dans ce projet, pardon, ce sera le BC25. Pour la suite, je vous retrouve sur l'ordinateur parce qu'aujourd'hui, on va aborder la caisse, donc le schéma de la caisse, et puis on va parler basse réflexe. Nous voici de retour sur SketchUp. Depuis le premier épisode, j'ai affiné un petit peu le plan de la face avant. Sur ce plan, la première modification que j'ai réalisée, c'est de passer l'écartement des haut-parleurs à 134 mm au lieu des 129 mm qu'on avait au départ. Pourquoi? J'en avais besoin pour placer de manière simple les séparations internes qui vont me permettre de faire le volume interne dédié au médium. J'ai également représenté les pans coupés des haut-parleurs parce que sur la série Peerless HDS, on a des haut-parleurs qui ne sont pas ronds mais avec des pans coupés. Donc là, je l'ai représenté ici. On le verra par la suite quand il faudra encastrer ces haut-parleurs sur la face avant. Concernant la cavité du médium, on va aller voir à l'intérieur. Donc, je l'ai représenté ici très simplement. J'ai pas fait compliqué pour la cavité du médium. On pourrait faire des pans non parallèles, des choses arrondies, etc. En réalité, vu les dimensions, ça représente des longueurs d'onde pour les résonances internes qui sont très faibles et qui sont facilement amortissables avec de l'amortisseur interne. Donc, on n'a pas de souci, on s'embête pas, on fait une petite cavité toute simple. Niveau volume interne de la cavité, on va être un petit peu plus d'1 litre de volume. Scanspeak va recommander entre 0,5 et 1 litre de volume. Je crois qu'il nous l'indique ici. Donc dans un volume clos, ils indiquent 0,5 litres de volume. Dans un volume basse réflexe, plutôt 0,9 litres. Ici, on reste en clos, pas besoin de basse réflexe. J'ai augmenté un petit peu ce volume interne. C'est plus simple pour moi pour passer les différentes choses. Donc le Twitter sera dans le volume interne du médium. On pourrait faire un petit peu plus petit, on verra. Le volume que représente cette cavité, c'est à peu près 2 litres. Donc ça va retirer au volume interne de la caisse un peu plus de 2 litres. Alors, pour connaître le volume interne de la caisse, je vous invite à utiliser une petite fonction qu'on va trouver sur le logiciel V2Xcad. On va le trouver ici dans l'onglet Tools, Auxiliary et Box Volume. Je ne sais pas si vous êtes déjà servi de cette fonction, mais quand on connaît les dimensions externes de son enceinte et l'épaisseur des parois, eh ben c'est très simple à calculer.
Ici, je vais utiliser du MDF a priori de 18 millimètres, donc on a des parois de 18 millimètres. Vous voyez qu'on peut même changer l'épaisseur des parois selon si on veut par exemple faire une face avant plus épaisse. Et puis ensuite, on met les dimensions de nos caisses. Alors on peut partir du volume qu'on souhaite, on peut aussi partir des dimensions de la caisse qu'on a décidé. Ou alors si on veut simplement connaître le volume de la caisse. Donc ici, je vais avoir une caisse qui fait 500 millimètres de large, je lock. Au niveau hauteur, on est à 210, je lock également. Et au niveau profondeur, je serai à peu près 400 millimètres, ce qui nous donne un volume interne de 29,4 litres. Et ici, on a les dimensions internes de l'enceinte, c'est-à-dire on a retranché l'épaisseur des parois. Donc de retour sur SketchUp, pour le volume interne, il est nécessaire de l'avoir, hein. Donc on a dit brut 29,4 litres. La petite cavité pour le médium nous enlève à peu près 2,2 litres. Et les haut-parleurs, ils ne sont pas représentés ici, mais vous allez avoir les aimants derrière qui prennent un petit peu de volume. J'ai calculé ce volume, ça représente à peu près 0,3 litres par haut-parleur, donc 0,6 litres. Grosso modo, on va avoir une caisse d'environ 26 litres 5, sans compter les vents, et on fera les simulations avec 26 litres 5. Certes, les vents, on va enlever un petit peu de volume, les évents selon ce qu'on choisit, mais en plaçant de l'amortissant interne dans l'enceinte, on va augmenter virtuellement le volume, donc on ne va pas chipoter là-dessus pour nos simulations, et on va partir directement à la simulation de la charge. Alors pour simuler la charge, je vais me servir d'un logiciel qui s'appelle WinISD, que beaucoup d'entre vous connaissent probablement. Et ce logiciel va nous permettre, grâce aux paramètres électrotechniques des haut-parleurs, de prédire la réponse dans le grave de ces haut-parleurs. Donc pour ces paramètres-là, on a une base et on va rentrer tous les paramètres pour un haut-parleur. La masse mobile, la compliance de la suspension, la résistance de la bobine, la surface émissive du haut-parleur. Et ça va nous calculer ce qu'on appelle les paramètres de Thiele-Small avec les coefficients de surtension, la fréquence de résonance et le VAS. Ça peut être l'objet d'une autre vidéo, c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Pour les simulations qu'on va faire aujourd'hui, je vais utiliser les paramètres que j'ai mesurés moi-même sur les haut-parleurs et pas les paramètres donnés sur la fiche technique du fabricant. Ces paramètres vont être utilisés par le logiciel, comme je vous expliquais, pour prédire la réponse dans le grave du haut-parleur dans une certaine charge. Cette charge, elle est représentée ici dans notre cas par une boîte fermée. Si on met qu'une simple boîte comme on a sur SketchUp ici, hein, avec un couvercle bien sûr, on aurait un espace clos, donc on parlerait d'une charge close. Nous, on va utiliser une charge basse réflexe, c'est-à-dire qu'on va utiliser un évent qui va rentrer dans le système qu'on appelle un résonateur d'Helmholtz, et cet évent va avoir une fréquence d'accord, et cette fréquence d'accord va venir nous apporter un peu plus de grave autour de cette fréquence pour faire descendre le haut-parleur un peu plus bas. Pareil, aujourd'hui, le but n'est pas de revenir sur la théorie du basse réflexe, mais je réexplique dans les grandes lignes. Donc nous, on va utiliser une charge basse réflexe. Cette charge basse réflexe, elle va être on va parler d'alignement. C'est-à-dire qu'on va choisir un alignement pour notre haut-parleur. L'alignement, c'est quoi? C'est une charge donnée avec un volume donné et un accord, une fréquence d'accord pour les vents basse réflexe. Donc dans WinISD, quand vous créez un projet, vous choisissez un haut-parleur quelconque et que vous voulez ouvrir ce projet. Donc on va choisir si on veut du clos ou avec un accord basse réflexe. Je reviens pas sur les autres types de design. Et après, on va choisir l'alignement basse réflexe qu'on choisit. Donc pour gagner du temps, je les ai tous simulés avec les haut-parleurs que je vais utiliser, donc les Peerless HDS 134 fibre de verre. Donc ils sont tous simulés ici. Donc on peut voir que les réponses sont un petit peu disparates entre eux. L'alignement que j'utilise le plus souvent, c'est l'alignement QB3. C'est l'alignement
on va dire flat, qui nous permet d'aller le plus flat possible et après il va être déterminé par la fréquence d'accord de l'élément et donc la réponse à -3 dB dans le grave. On donne toujours la réponse, du haut-parleur dans le grave, on la donne toujours à -3 dB. Voilà, par convention, c'est comme ça. Donc ici, l'alignement QB3, le plus flat. En BB4, on voit qu'on a une petite surtension ici et on va descendre moins bas. En Chebyshev, en C4, ici, on a quasiment la même chose qu'en QB3. Et après, WinSD nous propose des alignements pour aller le plus loin possible à -3 dB, mais on voit que ça chute plus tôt, ou le plus loin possible à -6 dB, et on voit que ça chute encore plus tôt. Moi, je vais rester sur l'alignement QB3 qui me convient le plus. Dans d'autres circonstances et pour d'autres raisons, on pourrait choisir ces alignements. Par exemple, sur un haut-parleur très amorti qui va pas descendre très bas à la base, on peut lui faire un alignement qui va étendre au maximum la réponse dans le grave et puis venir compenser cette perte de niveau en venant égaliser le tout sur ce niveau-là. On va perdre 6 dB de sensibilité globale, mais on aura une réponse dans le grave plus étendue. Ça, on peut l'utiliser par exemple sur des haut-parleurs type professionnel de grand diamètre. Quand vous voulez faire descendre un 15 pouces par exemple un peu plus bas que ce que vous donnerait un alignement standard, et bien vous pouvez compenser ça. C'est des haut-parleurs qui ont une grosse tenue en puissance. Vous pouvez mettre de la puissance, diminuer un peu sa sensibilité globale pour permettre d'avoir une extension dans le grave. Bon, c'est pas l'objet du projet aujourd'hui. Donc nous, aujourd'hui, on va rester sur un alignement standard, le QB3. Le QB3, le calcul de base nous donne un volume d'environ 25 litres. Nous, on a dit qu'on avait 26 litres et demi. Alors, vous allez avoir l'impression que je fais un peu les choses à l'envers, que je vais mettre mon haut-parleur dans un volume donné. En réalité, il n'y a pas beaucoup d'improvisation ici, c'est-à-dire que moi, comment j'ai fait? Je suis parti des dimensions de la niche dans le meuble télé de ce que je pouvais placer comme enceinte. Ces dimensions max, c'est ce que j'ai représenté sur mon plan sur SketchUp ici. Hein. Je ne peux pas faire plus grand que ça. Ça correspond aux dimensions de la niche dans mon meuble télé. J'ai regardé le volume que j'avais disponible. J'ai regardé les haut-parleurs que j'avais à disposition. Et ma foi, 25 litres pour un volume de 26 litres et demi, bah, ça passe plutôt bien. Donc ces haut-parleurs sont compatibles avec mon projet. Donc ici, je vais pouvoir entrer 26,5 litres. L'accord ici, pour moi, est un tout petit peu trop haut, donc je vais le baisser pour faire mon propre alignement. Donc on va voilà, et donc on va se retrouver avec quelque chose du plus flat possible. Alors vous allez voir, ça creuse très légèrement ici. Je vous arrête tout de suite. Déjà d'une, ça risque de pas être audible et c'est pas très grave. Mais en plus, dans cet alignement, il faut tenir compte d'autres choses. On a parlé des paramètres du haut-parleur, c'est par ça que calcule le logiciel, c'est grâce à ça que calcule le logiciel notre alignement et la prédiction de la descente dans le grave du haut-parleur. Mais on va changer un petit peu ces paramètres en ajoutant par exemple un filtre passif avant les haut-parleurs. Et dans ce filtre passif, on va avoir des selfs qui ont une résistance interne. Et cette résistance interne, elle change un petit peu la donne. Donc on peut changer la résistance interne de la self ici. Là, de base, c'est calculé avec 0,1 ohm. 0,1 ohm, c'est très faible. Sur des selfs AR, ça peut faire des selfs assez onéreuses. Si on utilise des selfs qui ont une résistance interne un petit peu plus élevée, mais qui vont coûter moins cher, par exemple 0,5 ohm, et ben en fait, ça va changer la chose. Et là, ça creuse plus, voire même, ça vient un petit peu réaplatir tout ça. Donc, on va rester là-dessus pour la simulation et nous permettre de voir un petit peu ce que ça donne. Alors j'ai oublié de vous parler, de plusieurs choses. Si on revient sur les différents alignements, vous voyez le volume qui est conseillé, par le logiciel pour ces alignements-là. Donc on voit qu'en QB3, on avait les 25 litres, hein, je l'ai modifié tout à l'heure. En BB4, on était plutôt à 13 litres, donc certes, ça descend moins bas, mais dans beaucoup moins de volume. En Chebyshev, on était aux 25 litres et c'était à peu près la même fréquence d'accord, et cetera. Donc ça revient à peu près au même ici sur ce haut-parleur. En Extend, à -3 dB, et ben, on monte le litrage, donc on passe à 31 litres. Et en Extend
à 6 dB, où on est pareil un petit peu plus, litré, donc il faut un peu plus de volume, pour faire ce type d'accord-là et nous permettre au haut-parleur de descendre plus bas. Maintenant qu'on a choisi, notre alignement, alors j'ai oublié de faire une chose, j'ai oublié de vous montrer la simulation en clos, pour que vous voyez l'intérêt du basse réflexe par rapport au clos ici. Alors là encore, en clos, il y a des différents types d'alignements. On va pas tous les faire. On va mettre le maximum flat et on va pouvoir comparer en clos. Donc vous voyez qu'en clos, bah, ça descend beaucoup moins bas. Si on se réfère au -3 dB, bah, on est au-dessus de 100 Hz, donc c'est pas très exploitable. Donc on voit l'apport du basse réflexe ici, on gagne beaucoup, dans le grave ici, hein. Donc là, le clos sur ce haut-parleur-là, pour notre application, me paraît peu exploitable. Par contre, demanderait 11 litres pour les 2 haut-parleurs, ce qui est plutôt faible. Voilà, donc pour un médium, vous avez vu, on est en clos, ça va très bien, mais pour un haut-parleur qui doit faire du grave, bah, ici, le basse réflexe quand même sera plus pratique. Pour la suite, je vous propose de simuler plusieurs haut-parleurs différents. Déjà, vous vous souvenez, j'ai 2 versions de Peerless HDS 134. Je vous ai parlé de la version fibre de verre. Je vous ai montré également la version Nomex. J'ai quand même comparé les 2, même si je pense que je vais orienter mon choix sur la fibre de verre, mais j'ai quand même comparé les 2. Vous allez voir aussi pourquoi mon choix. J'ai inclus dans ces simulations la triade. Ce sont en fait aujourd'hui mes enceintes principales. Donc le projet triade, pour ceux qui ne connaissent pas, il est visible sur le site internet justdate.com. Ce sont des enceintes 3 voix qui sont équipées d'un haut-parleur de 10 pouces, la marque Scanspeak, dont la référence c'est le 26W4534G0. Donc c'est un gros haut-parleur de 10 pouces comparé à ces petits haut-parleurs de 13 centimètres. Mais c'est eux qui feront office d'enceinte frontale. Et donc ce projet d'enceinte centrale va accompagner ces enceintes-là. Donc je les ai mis dans nos simulations pour nous rendre un petit peu compte des différences. J'ai inclus un dernier haut-parleur que sont les SB17 NBAC, donc les haut-parleurs de 17 centimètres de marque SB Acoustique avec une membrane aluminium. C'est la deuxième paire d'enceintes que j'ai dans le salon et qui est en développement actuellement avec les tweeters dont on parlait tout à l'heure, les SB26 ADC. Donc je les ai inclus pour me rendre compte aussi un petit peu de ce que ça donne par rapport à un haut-parleur unique de 17 centimètres de bonne facture comme ce SB17. J'ai changé de couleur pour les différents haut-parleurs, je leur ai tous mis une couleur différente. Si on part de ce HDS 134 en fibre de verre, donc on est dans le volume de 26 litres et demi, et dans ce volume-là, on peut atteindre à -3 dB un petit 47 Hz. C'est pas très bas, mais c'est une enceinte, centrale qui sera coupée dans le grave. Je serai probablement obligé de faire du bass management avec cette enceinte parce qu'elle ne va pas aller explorer, les tréfonds du grave, donc elle sera de toute façon un peu coupée, mais c'est toujours intéressant d'avoir une enceinte qui descend quand même le plus bas possible, tout du moins, on essaie, avec les dimensions qu'on a et les contraintes qu'on a. Les HDS 134 Nomex, dans ce volume-là, vont descendre un tout petit peu plus bas, hein. On va voir qu'à -3 dB, on va être plutôt à 45 Hz. Alors est-ce que c'est audible? Pas sûr, mais c'est vrai qu'ils ont ce petit avantage-là. Concernant la triade, ça descend beaucoup plus bas, ce sont nos enceintes frontales et là, ici, on arrive à 33 Hz à -3 dB, ce qui est quand même, respectable, là-dessus. Les SB17, eux, ne méritent pas, hein, ils vont quasiment faire comme les 10 pouces des triades et ils descendent très très bas dans une charge. Là, je ne sais plus combien j'ai exactement dans mes colonnes, mais j'ai mis 25 litres, ça doit être à peu près ça. Et on arrive à 35 Hz à -3 dB, ce qui est très très bien pour un haut-parleur de 17 centimètres. Alors, qu'est-ce qui va changer? La première chose, on va étudier d'autres choses, hein. La première chose qu'on va regarder, c'est le SPL, la sensibilité du haut-parleur. Alors cette sensibilité, on va l'exprimer pour 2,8 volts. Alors sur un haut-parleur de 8 ohms, par convention, ça correspond à 1 watt. Ici, on ne va pas comparer en watts, puisque ça ne veut rien dire. Là, on a des haut-parleurs de 4 ohms. Ça ne veut rien dire en watts, puisque nos amplis, les amplis home cinéma, la plupart des amplis que nous utilisons sont des amplis en tension, c'est-à-dire qu'ils délivrent une tension et pas une puissance. Cette puissance, elle est modulée
par rapport à l'impédance du haut-parleur. Donc on va parler en tension et on va tous les mettre à 2,8 volts. Et ces haut-parleurs, on va voir qu'il y a différents types de sensibilité en fait, hein. Alors avec deux HDS 134, c'est là où on est le plus sensible. On va obtenir à 2,8 volts et à 1 mètre 94 dB. Alors attention, ça c'est sans parler de l'effet de baffle. Ça serait dans un environnement sur un baffle plan. Ici, dans une pièce et dans une enceinte de ce type-là, on va avoir ce qu'on appelle un baff step. J'avais écrit un article là-dessus, vous pouvez aller voir aussi sur justdaid.com, mais ça va nous faire perdre grosso modo 6 dB une fois l'enceinte filtrée. Hein. Donc là, il faut lire cette valeur juste à titre de comparaison entre les haut-parleurs, mais c'est pas une donnée à prendre en compte telle quelle. Donc ici, avec les deux HDS 134, c'est là où on aura le maximum de sensibilité, à plus de 94 dB. Les Nomex sont pas loin en dessous, descend un petit peu plus bas, et donc voilà, il n'y a pas de mystère. Le SB17, qui lui descend beaucoup plus bas, mais avec une surface émissive plus faible, bah, nécessairement, il a une sensibilité qui va être plus faible également. Les triades vont être un petit peu intermédiaires par rapport à ça. L'autre critère à prendre en compte maintenant, ça va être le SPL maximum atteint. Donc pour connaître quel est le niveau SPL maximum que peut atteindre un haut-parleur, eh bien on va s'intéresser à son excursion. Donc le logiciel nous permet d'aller voir l'excursion du haut-parleur. Si je retourne sur le HDS 134, ici cette petite ligne, elle modélise son excursion maximale à atteindre. Donc si on augmente la tension, et que par exemple ici on met 13 volts, on va voir qu'on atteint l'excursion maximale pour ce haut-parleur avec 13 volts. Alors sous la fréquence d'accord de l'évent, le haut-parleur n'est plus contrôlé. Normalement, on n'est pas censé faire descendre les enceintes basse réflexe sous la fréquence d'accord de l'évent. Et on voit qu'ici, l'excursion s'envole. Si on voulait vraiment protéger le haut-parleur, il faudrait mettre un filtre passe-haut. Comme on va faire du bass management sur ce haut-parleur-là, ça sera le cas. On peut rajouter un filtre si on veut. Donc ici, on va appliquer un filtre passe-haut. Là, ici, d'ordre 2, à 50 Hz par exemple. Et on va voir qu'on va limiter l'excursion dans le grave. Et ça va pouvoir nous donner le SPL maximal que vont pouvoir atteindre ces haut-parleurs. Donc ici, 107 dB au max. Si on fait le même exercice pour les autres haut-parleurs, déjà on va remarquer une petite chose, c'est que la version Nomex, elle a une excursion max plus faible. Donc la tenue en puissance sera un petit peu moins bonne. On va repartir ici. Donc si on voit qu'on met 13 volts ici, ben, ça ne matche pas. Donc il faut mettre un petit peu moins. Donc, ici avec 10 volts, on va atteindre l'excursion max du haut-parleur. Toujours pareil, on ne regarde pas en dessous, je ne vous refais pas les simulations à chaque fois. L'excursion max du haut-parleur. Donc nécessairement, on aura un SPL un petit peu plus faible. C'est pour ça que je vais choisir la version fibre de verre. Dans le cadre d'un home cinéma, c'est pas les 2 Hz plus bas qui vont me changer quelque chose. Par contre, d'avoir un petit peu plus de marge là-dessus, eh bien, ça sera intéressant. Donc les 134 Nomex, je les enlève de notre simulation parce que bah, ils nous apportent pas grand-chose et voir c'est un petit peu moins bien dans notre application. Si maintenant on fait le même exercice, donc pour le haut-parleur des triades, si je mets 13 volts, on retombe à peu près là-dessus. Alors vous voyez qu'il faut vraiment des fréquences très basses pour aller dépasser le Xmax avec ces enceintes-là. Et ici, on arrive à un SPL légèrement plus faible. Ça revient, quand on avait fait nos comparaisons à 2,8 volts, on a le même écart puisqu'on a le même voltage en entrée ici. Ça veut dire une chose, ça veut dire que cette centrale, elle sera capable de suivre en SPL mes enceintes frontales équipées de 10 pouces. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On va terminer avec le SB17. Le SB17, il a une excursion qui est plutôt intéressante, hein, mais si on lui met 13 volts, lui, on est complètement hors chou. Donc il faut mettre beaucoup moins de voltage pour atteindre le Xmax. Et donc le SPL max va être beaucoup plus faible. Donc on voit que cette centrale, elle peut apporter beaucoup plus de SPL que ce que va en apporter un 17 cm standard.
Ça ne veut pas dire que le SB17 est un mauvais haut-parleur, c'est un excellent haut-parleur. Dans sa catégorie, je pense que c'est un des meilleurs en rapport qualité-prix, mais par rapport à ces deux 13 cm ici, on voit que le SPL Max est limité et donc c'est pour moi intéressant de partir sur ces deux petits haut-parleurs de 13 cm et pas de mettre une biblio, par exemple, simple avec un 17 cm comme ça. Pour la suite, il nous reste un dernier point à évoquer et non des moindres, je vais parler de l'évent. L'évent, vous avez compris, c'est le tube qui va faire le résonateur d'Helmholtz et cet évent, lui, il va avoir une courbe de réponse propre, c'est-à-dire que ça va être une source sonore également, en plus du haut-parleur, il va venir compléter le haut-parleur dans le bas de la bande passante. Vous vous souvenez, par rapport à une enceinte close, une enceinte basse réflexe va aller descendre beaucoup plus bas dans ce cas-là, et c'est l'évent qui va rayonner. Donc l'évent, c'est une source sonore. On peut la modéliser ici sur WinISD aussi, et on voit ici la courbe de réponse théorique de l'évent dans les conditions qu'on a fixées. Cet évent, comme c'est une source sonore, il faut que cette source sonore soit capable d'avoir le SPL max que l'on désire, c'est-à-dire qu'elle soit capable de passer ce SPL. Dans un évent, c'est de l'air qui va passer dedans, et plus on va demander du SPL à l'évent, plus l'air va passer vite dans le tube. Ce qui veut dire qu'il faut avoir un évent dimensionné correctement, de manière à ce que l'air qui va passer dans cet évent-là ne passe pas avec une vitesse trop élevée, parce que s'il y a une vitesse trop élevée dans le tube, on va l'entendre, ça va souffler. Vous avez sûrement déjà entendu une enceinte où ça fait froum froum dans les vents quand on met trop fort. Donc cette vitesse de l'air dans les vents, on peut également la modéliser dans le logiciel. Pour savoir ce qui est acceptable ou pas comme vitesse de l'air dans les vents, je me sers de ce petit graphique que j'avais pioché il y a longtemps sur le site internet de Francis Brooke. Je ne sais pas si ce site existe encore d'ailleurs, mais il nous avait fourni ce petit graphique et je me sers de la courbe intermédiaire pour définir à peu près, hein, c'est de l'à peu près, mais ça donne un ordre d'idée, la vitesse maximale que l'on va accepter dans les vents par rapport à la pression sonore, au niveau sonore maximal de l'enceinte. Vous vous souvenez, avec les HDS 134, on atteignait au Xmax à peu près 107 dB, donc on est à peu près dans cette zone-là. Ce qui veut dire que si on reste sur la courbe intermédiaire, il ne faudrait pas que notre évent dépasse 20 en vitesse en 20 mètres secondes. Donc on va partir sur cette base-là, on ne veut pas que ça dépasse 20. On retourne sur WinISD et on regarde ici. Alors, pour dimensionner les vents, WinISD nous propose de base toujours un évent avec un diamètre de 100 mm, ce qui est assez gros. Bon, ici, on voit qu'avec un évent de 100 mm, on est largement bon. On pourrait descendre un petit peu et on atteint les 20 avec un évent de 80 mm. 82 mm ici pour WinISD. Donc ça, c'est le max qu'on va pouvoir atteindre en dimension pour les vents. Ensuite, pour savoir si c'est acceptable comme taille des vents, on va regarder la longueur. Il faut savoir une chose, pour la même fréquence d'accord dans le même volume, plus les vents vont être petits, plus il va être court. Et plus il va avoir un gros diamètre, plus il va être long. Mais vous avez vu aussi ce qui se passe, si les vents est très petit, la vitesse de l'air dans les vents est très élevée. Si les vents est très gros, la vitesse de l'air est beaucoup plus faible. Dernier point à regarder, même si voilà, on fait avec ce qu'on a, la fréquence de résonance de l'évent. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas vu tout à l'heure, mais il y a une fréquence de résonance, c'est-à-dire qu'on peut avoir des perturbations à des fréquences plus hautes liées à cet évent. Ça dépend aussi de son design, mais on voit que plus l'évent est gros, plus la fréquence de résonance sera basse. Si je mets un tout petit évent, ça résonne très haut. Idéalement, il faudrait être en dehors de la bande passante, mais on fait comme on peut. Donc nous ici, vous voyez que 47 mm, ça ne va pas du tout. 140, c'est beaucoup trop long, et je pense qu'il faudra se situer à plus de 80. Donc un tube PVC de bricolage, eh ben, ça fait 77, donc ça va être un petit peu juste. Maintenant, comme il y aura du bass management, ça peut passer. Donc soit on met un évent
de ce type-là, soit on en met un plus gros, alors 98 ici, ça ferait un gros évent, maximum il va faire 220 millimètres de profondeur. On pourrait aussi, pour réduire cette vitesse de l'air dans les vents, mettre 2 évents. Alors c'est le même principe en fait, hein, ce qui compte c'est la surface. Tout à l'heure on a vu, plus l'évent est gros, et plus la vitesse sera faible, en fait plus l'évent est gros, plus sa surface est grande. Ici c'est pareil, si on met 2 évents et qu'on a une grosse surface, vous vous souvenez avec un évent de 98 on est à 75, je pourrais mettre 2 évents de, je sais pas 68, voilà, on aurait une surface à peu près identique, ça reviendrait au même. Donc on pourrait mettre 2 petits évents ou un gros. Ici, avec 2 petits évents, on serait à 740 Hz de résonance. Avec un seul, un peu plus gros, on se retrouverait à quelque chose près pareil. Donc il y aura un choix à faire entre 2 petits évents et un gros. Je pense que mon choix se portera sur un gros. On va le voir par la suite sur SketchUp. De retour sur SketchUp, on va modéliser la place disponible dans la caisse. Donc pour ceci, je vais, déjà, matérialiser les haut-parleurs par rapport à leur profondeur. Donc on voit que les haut-parleurs ont une profondeur de 70 millimètres et la le trou, d'encastrement en fait, du haut-parleur ici va être de 120. C'est pas modélisé sur leur dessin, mais je l'ai mesuré. Donc on va faire un trou, d'encastrement de 122 sur chaque haut-parleur. Donc ici, on va dessiner des cercles. Donc 122, ça nous amène un cercle de 61 millimètres de rayon sur chaque haut-parleur. Et ensuite, on va faire un petit pouce étiré de 70 millimètres. Donc un pouce étiré, 70 millimètres. Même chose ici. Maintenant, on va pouvoir aller voir dans nos pièces ce que ça représente. Donc les haut-parleurs vont avoir un peu cet encombrement-là. Alors en fait, ce sera un petit peu moins en diamètre parce que l'aimant fait 90 et pas 121, mais pour la profondeur, on sera bon. Si on veut passer sur la face arrière de l'enceinte, on va matérialiser les évents, parce que je vais les mettre sur la face arrière, hein, les évents. Il n'y a pas de place en face avant. Je vous remonte la face avant. Comment placer un évent, même de 80 sur cette face avant-là. Vous voyez que le tweeter ici, il fait déjà 70. Si on voulait placer la même chose sur cette enceinte-là, ça devient compliqué. On pourrait mettre des évents rectangulaires de chaque côté ici, mais moi, ça ne me plaît pas beaucoup et je préfère qu'on mette les vents derrière. D'autant plus que dans mon meuble télé, il y aura assez de dégagement derrière pour que les vents puissent respirer. Donc, il n'y a aucun souci avec ça. Et sur le plan esthétique, ça sera mieux aussi. Donc, on repasse sur la face arrière et on va essayer de placer nos évents. Alors, j'avais évoqué la possibilité de mettre soit deux petits évents, soit d'en mettre qu'un seul. Je vais placer, alors on va faire à peu près au hasard ici, hein, deux évents de 68, hein, on avait parlé de 68 tout à l'heure. Donc deux évents de 68 millimètres. Encore une fois, alors ces évents de 68 millimètres, on avait dit qu'ils faisaient ici 230 millimètres de longueur. Donc ça va être un peu le max qu'on va pouvoir rentrer, je pense. Donc si on retourne sur SketchUp et qu'on fait ici, on va faire un petit pouce étiré. Hop, on se met comme ça. On va se faire un pouce étiré, 230 millimètres. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Et ça passe largement dans notre caisse. Donc on voit qu'il ne faut pas beaucoup plus loin. Là, si je fais comme ça, je peux placer mon filtre ici au milieu. Par contre, si je veux passer par le trou des haut-parleurs, les évents vont me gêner. Bon là, je les ai pas centrés exactement derrière les haut-parleurs, mais les évents vont me gêner pour passer les composants, mettre l'amortissant, etc. Et puis on va avoir directement le cul des haut-parleurs derrière les vents. Donc je trouve c'est possible, mais je trouve pas ça terrible, terrible. Et je préfère
qu'on passe sur une solution avec un seul évent. Donc je vais en supprimer un. Et puis, on va les supprimer tous les deux d'ailleurs. Hop. Et puis on va remettre ici un évent en face avant. Donc cette fois, on va le centrer. Et on va pouvoir se mettre un évent. Donc on avait dit, si on veut un gros évent, on met un évent de 98. On va lui faire un petit poussé-tiré. Donc on avait vu qu'il devait faire 220 millimètres. Et est-ce que ça passe avec la qualité du médium? Eh bien, ça passe largement. C'est-à-dire qu'on a assez de dégagement. En plus, dans la vraie vie, souvent, avec WinISD, on a des évents qui sont un petit peu plus longs que l'accord qu'on a réellement. Donc en fait, l'évent sera probablement un tout petit peu plus court et donc ça passe sans problème. Et ici, par les trous des haut-parleurs, j'ai de la place pour mettre mes petites plaquettes filtres que je pourrais diviser en deux et placer mon amortissement correctement. Voilà pour la disposition mécanique des éléments. On voit que les vents passent sans problème avec les dimensions qu'on a fixées. Il peut sortir le SPL dont on a besoin. Ça ne gêne pas pour la construction, ça ne gêne pas pour placer l'amortissant, ça ne gêne pas pour placer les filtres. Donc pour le moment, tout va très bien avec ce dessin-là. Donc les amis, ça se termine pour cette vidéo. Je vous avais promis de la suivre, mais ça ne sera pas pour aujourd'hui. J'ai peur que l'épisode soit un petit peu trop long. Dans le prochain, promis, on se fait un spécial bricolage. On va découper les caisses. On va se servir de la scie circulaire Festool plongeante sur rail, avec son rail donc, qui est ici pour les découpes droites. Et puis pour les découpes circulaires, on va se servir de la Makita affleureuse défonceuse qui est ici et d'un petit outil que j'ai fabriqué qui est un compas pour défonceuse. Merci de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, dites-le en commentaire, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt.